Merci. Merci de cette invitation. Et puis, merci d'être là, tous. Bon, je vais vous parler de ce produit merveilleux que j'ai eu le bonheur de travailler pour étudier les propriétés antivirales. Et donc, je vais axer un peu le discours sur les propriétés anti-infectieuses, bactéries, virus, parasites, mais aussi propriétés anti-cancéreuses. Parce que malheureusement, vous avez peut-être remarqué, il y a en ce moment une épidémie de cancer. Et la propolis, c'est vraiment un plus par rapport aux thérapeutiques cancéreuses. Je dis un plus, c'est-à-dire que je ne dis pas aux gens arrêtez vos chimios et vos radiothérapies. Il faut faire en même temps. Je vous détaillerai tout à l'heure. Alors la propolis, au départ, les Égyptiens l'avaient utilisée déjà depuis très longtemps et ils l'avaient appelée, enfin ce sont les égyptologues qui ont traduit les papyrus et ils avaient remarqué qu'on parlait beaucoup de chiures de mouches. En fait, les chiures de mouches, c'était la propolis qui intégrait les baumes, etc., et les pommades. Et ce sont les Grecs qui l'ont appelée propolis parce qu'ils avaient observé que cette résine était déposée à l'entrée des ruches, donc devant la cité. Alors c'est une substance résineuse, bon tous vous connaissez puisque vous êtes apiculteur, elle est récoltée sur l'écorce et les bourgeons de certaines plantes et chez nous c'est surtout le peuplier, le bouleau, mais dans les pays tropicaux ça va être les plantes locales évidemment, donc goyavier, cocotier, etc. Mais l'intérêt c'est que les abeilles vont rajouter leur propre sécrétion à cette sécrétion de plantes, on peut appeler ça comme ça, hein. Ces résines sont au départ sécrétées par les plantes. Et l'abeille va rajouter des enzymes, de la cire, etc. Alors on distingue, au Brésil, c'est un pays assez vaste, donc la flore est très vaste également, et on a déterminé entre 12 et 13 types de propolis, mais les plus connus maintenant, ce qu'on reconnaît bien, c'est la propolis verte de Baccharis Dracunculi foliale, voilà, c'est le romarin des champs au Brésil, et l'abeille va récolter cette résine verte produite par le Baccharis. Dans la zone intertropicale, on va trouver la propolis rouge qui est issue de Dalbergia et Castaphyllum. Alors, Dalbergia, c'est un arbuste qui vit dans les mangroves et qui est attaqué par un coléoptère. Et c'est la larve du coléoptère qui produit ce, entre guillemets, saignement de la plante, donc un exsudat de résine rouge que les abeilles vont récupérer et qui donne la propolis rouge, qui a des vertus intéressantes. Et la propolis brune de peuplier d'Europe de l'Ouest, dans les zones tempérées. Et c'est ce qu'on a en France. Alors Dalbergia, voilà. L'abeille, on sait qu'il y a des abeilles qui propolisent un peu plus que les autres. Donc si vous voulez récolter de la propolis, je vous conseille plutôt la caucasienne, parce que c'est une abeille qui propolise beaucoup. Et alors, ce sont les butineuses les plus âgées qui vont récolter cette résine, qui réclame quand même une certaine, je vais dire, dextérité, bien qu'elle n'ait pas de doigts. Mais bon, lorsque l'abeille a repéré la zone intéressante, elle va l'indiquer à ses congénères et l'abeille, avec ses mandibules, va pouvoir découper, vous voyez, c'est un bourgeon de peuplier, là. L'abeille va découper la résine, elle le fait lorsqu'il fait assez chaud pour que la résine soit assez molle et elle va faire une pelote de cette résine, elle va tirer des fils, faire une pelote, et donc là, elle va rajouter encore de ses sécrétions salivaires, et la mettre dans la corbeille à pollen, c'est ce qu'on voit là. Alors c'est effectué du printemps à l'été, il faut qu'il fasse assez chaud malgré tout, hein. Et il faut qu'il y ait des arbres aussi. Alors oui, je vous ai parlé de la propolis verte, la propolis brune et la propolis rouge, mais un jour, à Ouessant, l'apiculteur du rucher s'est rendu compte qu'il y avait de la propolis bleue. Et ça n'avait jamais été cité, nulle part. Donc ils se sont posé la question, vous savez qu'à Ouessant, enfin vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, il y a beaucoup de vent et il y a peu d'arbres. Et donc les abeilles, pour boucher les courants d'air de sa ruche, a besoin de résine. Et donc, en l'occurrence, les abeilles étaient allées chercher la peinture bleue des volets de la maison d'à côté du rucher. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que quand vous avez de la propolis, il faut parfois, surtout si c'est pour soigner un cancer, connaître réellement la pureté de cette propolis. Il faut éviter d'utiliser de la propolis avec de la peinture bleue. Autre cas, en Australie, ils avaient observé que les abeilles, dans les zones semi-désertiques, récoltaient les molécules du goudron de la route. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'utiliser de la propolis, faites-la analyser ou achetez dans des labos qui font faire des analyses sérieuses. Lorsque la butineuse rentre à la ruche, les ouvrières vont la décharger et là encore, elles vont rajouter des sécrétions salivaires et cirières par là, parfois. Et ces sécrétions salivaires
contiennent des enzymes, bien sûr, qui vont modifier la composition chimique de la propolis. Et du temps où je travaillais sur les propriétés antivirales de la propolis, avec ma collègue pharmacognosiste, on avait fait des analyses et des chromatographies pour voir la composition chimique. Et on s'était rendu compte que l'extrait de bourgeon de peuplier, d'où venait la propolis de nos ruchers, était bien plus pauvre en molécules que la propolis des ruches. Vraiment, l'abeille enrichit la résine de la plante. L'abeille, elle va, ça vous connaissez, réduction de l'entrée de la ruche, réparation des rayons, fixation des cadres, ça enquiquine bien les apiculteurs d'ailleurs, fixation des cadres mobiles, embaumement des cadavres, vous avez dû observer des fois des mulots, des gros animaux qui rentrent dans la ruche, ils sont détruits, ils sont tués par le venin et recouverts de propolis pour momifier le cadavre. Et le fait de recouvrir de propolis, ça stoppe complètement toute putréfaction. C'est vraiment très, très utile pour éviter la pullulation microbienne. Ça aseptise d'ailleurs la ruche et c'est une opération qui est renouvelée tous les ans. Alors on sait que dans l'histoire, l'homme a toujours utilisé, selon les écrits de l'époque, donc selon les papyrus, on sait que les Égyptiens l'utilisaient pour soigner les plaies, les Grecs, les Romains, Avicenne, même ce grand médecin iranien, le taxait de grands médicaments. Enfin bref, tout le temps, jusqu'au XIXe siècle, on a utilisé des pommades, les Anglais utilisaient des pommades à la propolis pour soigner les soldats qui allaient faire la guerre en Afrique du Sud, et jusqu'à l'avènement des antibiotiques. Et bon, quand on a découvert la pénicilline, les sulfamides, etc., on a plus ou moins oublié les vertus de la propolis, mais maintenant, on tente à revenir à l'utilisation de la propolis contre les germes hyper résistants. Je vous parlerai tout à l'heure. Autrement, l'utri, on sait que les Stradivarius, les violons, étaient enduits de propolis de crémone, mais bon. La récolte, alors ça, je pense que vous connaissez aussi, elle peut se faire par grattage des cadres ou des parois de la ruche, mais de plus en plus souvent, on utilise des grilles en plastique ou en acier inox ou des toiles plutôt. Le plus souvent, ce sont les toiles. Alors voilà les grilles qui sont déposées sur les hausses. Voilà les grilles en plastique, les tissus, c'est enroulé, mis au congélateur pour que la résine durcisse. Et quand on sort du congélateur, on déplie le tissu et les petites paillettes de résine se décollent. Alors voilà la grille en inox qu'on peut mettre en cadre de rive. Bon, ça c'est très bien, ça donne de la propolis très pure, mais c'est cher ces grilles-là. Alors voilà, en plus gros, voilà les dépôts de propolis, de résine. Et voilà comment on pratique pour récupérer la propolis brune. Évidemment, le tissu a été mis au congélateur pour que la résine soit bien dure. Donc c'est assez facile, c'est pas trop fastidieux. Ça occupe les longues soirées d'hiver, parce que l'hiver, vous n'allez pas au rucher, donc il faut bien s'occuper. Voilà. Et alors, il en reste encore un peu sur le tissu, là. Donc, on peut peaufiner de cette manière. Moi, j'utilise cette technique-là, ça marche très bien pour retirer les derniers copeaux de propolis. Voyez, il arrive à retirer complètement. C'est très facile à faire. Bon, avec un fond musical, ça peut être presque agréable. Voilà. Alors, les méthodes d'extraction à partir de cette propolis brute, souvent les apiculteurs l'utilisent, celle-ci, c'est l'extraction hydroalcoolique. Le souci, c'est que dans la propolis, il y a des molécules hydrosolubles et puis d'autres qui ne sont pas hydrosolubles. Il faut les solubiliser d'une autre manière. Et le plus simple, c'est de prendre l'alcool qui est l'éthanol, si on veut être rigoureux, qui est un solvant relativement efficace. Moi, au labo, j'utilisais le DMSO, diméthylsulfoxyde, mais pour les apiculteurs, le plus simple, c'est l'alcool. Alors, on peut pratiquer des concentrations entre 20 et 50% de poudre de propolis. Il faut bien refroidir la propolis avant de la mouliner dans le moulin à café et mélanger dans de l'alcool, l'idéal étant 70%. Comme ça, on a en gros 30% d'eau et 70% d'éthanol, d'alcool. Et dans ce cas-là, il faut laisser macérer 3 semaines, puis filtrer. Alors, le tout doit se faire à l'abri de la lumière. Je sais qu'il y a quelques années, quand je dis quelques années, c'était il y a, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était il y a au moins 30 ans, certains apiculteurs lavaient leur propolis et la mettaient à sécher en plein soleil.
Là, c'est tout faux. Il ne faut pas laver la propolis parce que vous éliminez les molécules hydrosolubles qui ont des vertus biologiques, on va le voir tout à l'heure. Et si vous mettez en plein soleil, vous flinguez les molécules de flavonoïdes qui sont très sensibles au soleil. Alors un exemple que l'on voit tout de suite, c'est par exemple les bougies. Les bougies en cire d'abeille, elles sont jaunes. Si vous laissez la bougie devant une fenêtre, au bout de quelques mois, elle devient blanche parce que les molécules de flavonoïdes sont dégradées par la lumière. À partir de cet extrait hydroalcoolique, on peut évaporer le solvant. Ça va donner un extrait mou, voire dur, si on va tout au bout de la déshydratation. Et avec cet extrait mou ou dur, on peut faire diverses formes galéniques. Et on le verra tout à l'heure. Alors on peut faire de l'extraction à l'eau, mais là vous passez à côté des flavonoïdes, ou des macérations dans l'huile, et là vous passez à côté des molécules hydrosolubles. Alors évidemment, il y a 2 techniques de laboratoire qui sont beaucoup plus efficaces. Les rendements en flavonoïdes notamment sont bien meilleurs. C'est avec l'extraction au CO2 supercritique ou l'extraction à l'eau subcritique. Mais ça, c'est fait que dans certains labos. Alors, les propriétés physico-chimiques, on en a déjà parlé un petit peu. La consistance est variable selon la température. À chaud, elle est molle. Elle fond à 60-70 et à froid, elle est très friable. La densité, c'est plus lourd que l'eau. Très peu soluble dans l'eau, je vous en ai déjà parlé, et partiellement soluble dans l'alcool. Il y a d'autres solvants organiques qui peuvent être utilisés. Alors, personnellement, moi, j'utilisais pour les propriétés antivirales, j'utilisais de l'éther éthylique. Alors, je ne vous le conseille pas parce que l'éther éthylique, ça risque de vous faire exploser la maison très facilement. Mais en laboratoire, on a des hôtes, on a tout ce qu'il faut pour éviter ça. Mais c'était le meilleur rendement qu'on avait pour extraire les flavonoïdes, l'éther éthylique. La couleur, je vous ai dit, jaune, orange, vert, violet, surtout pas bleu. Ça dépend des plantes visitées, bien évidemment. L'odeur aromatique, vous connaissez tous l'odeur de la propolis. La saveur, elle est âcre, piquante, parfois amère. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne parfois une insensibilisation de la muqueuse buccale. Et ça, c'est une propriété qui est très utilisée, notamment chez les personnes cancéreuses qui ont subi une chimio. La chimiothérapie est faite pour tuer les cellules en multiplication rapide, que sont les cellules cancéreuses. Malheureusement, dans notre organisme, on a aussi des cellules à multiplication rapide, comme les cellules sanguines, les cellules des phaneres, les cheveux, les ongles, les poils, etc. Et les cellules des muqueuses, muqueuses buccales, muqueuses anales, etc. Et souvent, les personnes ont ce qu'on appelle des mucites, c'est-à-dire inflammation de la muqueuse buccale, de telle manière que les gens ne peuvent plus rien avaler, tellement c'est douloureux. Alors avec la propolis, c'est impeccable. Vous mettez quelques gouttes même de teinture, au début ça va piquer un peu, vous gardez dans la bouche, vous avalez pour stimuler votre immunité, et là vous êtes tranquille, vous pouvez manger tout ce que vous voulez parce que ça va anesthésier la muqueuse buccale. C'est vraiment très intéressant. Alors, la composition chimique, c'est très complexe. Il y a plus de 300 molécules. On est rendu maintenant dans la brune à 400 molécules. Il y a essentiellement résine et baume, des huiles essentielles, de la cire, quelques grains de pollen et puis diverses matières, en espérant qu'il n'y ait pas de peinture bleue. Et là, c'est un peu la même chose. Oui, alors dans les résines, dans la partie résineuse, ce sont surtout les polyphénols, flavonoïdes et acides aromatiques qu'on va trouver. Ce qu'on a observé, c'est que la composition était variable en fonction de l'origine géographique et donc en fonction de la flore, ça tombe un peu sous le sens. Et donc dans les zones tempérées, il y a plus de composés phénoliques que dans les zones intertropicales où il y a plus de dérivés prénylés. Je vais vous expliquer tout à l'heure la différence. Alors voilà, ça c'est surtout une composition de propolis brune. Les flavonoïdes, voilà le squelette chimique des flavonoïdes, ce sont des noyaux benzéniques avec les doubles liaisons, et les carbones qui sont numérotés ont des différents radicaux chimiques et ça donne les différents flavonoïdes. Les plus couramment rencontrés, c'est quercétine, qu'on rencontre aussi beaucoup dans les légumes. Les oignons sont très riches en quercétine, l'ail, etc. Galangine, lutéoline, chrysine, etc. Il y a également des acides aromatiques, acides benzoïques, cinnamiques, coumarine, férulique, caféique et surtout leurs esters. Et dans les publications, on voit surtout l'activité des esters qui sont plus efficaces que l'acide lui-même. En particulier celui-ci qui est le CAP pour caféique, acide, phényl, éthyle. Et ce CAP, on en voit des centaines de publications concernant ses propriétés biologiques. Il est très très actif.
Alors, il y a d'autres caféates, mais qui sont moins étudiés et donc moins connus. C'est le PEMC, phényléthylméthylcaféate, et l'artépiline C, qui est un dérivé de l'acide cinnamique. Mais l'artépiline C, on va le revoir dans une autre catégorie chimique, c'est les composés prénylés. Parce que là, voilà la formule de l'artépiline C. Ici, il y a les 2 radicaux prényles. Alors, à côté de cette artépiline C, qui a été très étudiée pour ses propriétés anticancéreuses. Ce sont surtout les Japonais qui ont travaillé là-dessus, mais bon, maintenant tout le monde s'y met. Et cette molécule est typique, enfin elle est très présente, on va dire, dans la propolis verte. À côté il y a d'autres composés prénylés, mais qui sont moins étudiés, mais qui ont aussi des vertus anticancéreuses intéressantes, les propolins, ABC, des acétophénones. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Alors, il y a également des alcools, des aldéhydes, des cétones, notamment des cétones aromatiques comme la vanilline, qu'on retrouve dans les huiles essentielles aussi. Beaucoup de ces molécules-là, d'ailleurs, on va les retrouver dans les huiles essentielles, puisque ça vient des plantes. Il y a des composés terpéniques, clérodane, géraniol, très odorant, des acides aliphatiques, des acides gras, donc ce sont des chaînes carbonées typiques des acides gras, des sucres que l'on retrouvait dans le miel, sucre, des acides aminés, des vitamines. Bon, les vitamines, elles ne sont pas très présentes dans la propolis, mais il y en a quand même, et c'est toujours intéressant d'avoir même en petite dose des vitamines. C'est surtout dans le pollen et dans la gelée royale qu'on va retrouver les vitamines, notamment celles du groupe B. Et de nombreux sels minéraux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sels minéraux sont sous forme organique. Par exemple, si on prend l'exemple du silicium, c'est du silicium organique, donc il sera assimilable facilement par l'organisme. Alors que le sable, c'est du silicium aussi, mais vous pouvez manger des cuillerées à soupe de sable, ça ne va pas vous faire grand-chose. En remarque, on peut noter que la propolis rouge, elle a des molécules spécifiques qu'on ne trouve pas dans les autres propolis. C'est la formononétine, biocyanine A, xanthohumol. Ça, xanthohumol, on en trouve également dans le houblon, humulus, d'où le nom. Ils ont des propriétés phytoœstrogéniques intéressantes. Et dans les cas de ménopause compliquée, on peut prescrire ça. Propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, antidiabétiques, anticancéreuses également. Et au niveau de la santé cardiovasculaire, c'est un plus. Ils agissent également au niveau du métabolisme des glucides et des lipides. Alors là, ce sont 2 chromatographies liquides haute performance. Là, c'est la propolis verte en haut. Vous voyez, il y a des petits pics en flavonoïdes, il n'y a pas grand-chose, et puis un grand pic en artépiline C, alors que la propolis de peuplier, elle, à l'inverse, est très riche en flavonoïdes, et puis un petit pic, elle en a 2 fois moins d'artépiline C que la propolis verte. Donc, c'est la remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a une variation des compositions chimiques. Là, ça se voit bien avec les profils HPLC, mais on voit une constance dans les propriétés thérapeutiques. Alors, plus ou moins, évidemment, on taxe la verte de propolis anticancéreuse, mais elle est aussi anti-inflammatoire et antibactérienne. Voilà. Les propriétés biologiques, alors les plus connues, enfin pas les plus connues, mais celles qui ont été observées en premier lieu par Homo sapiens, c'est les propriétés antibactériennes. Bon, ils ne savaient pas ce que c'était que les bactéries au départ, les Égyptiens, il y a 5000 ans, mais ils avaient quand même observé qu'en utilisant ce produit-là, il n'y avait plus de suppuration des plaies, tout guérissait plus vite, parce qu'ils faisaient la guerre là, avec les flèches à l'époque, et ils avaient remarqué que les pointes des flèches sortaient facilement des blessures, enfin bref. Et maintenant, on sait que ce sont les flavonoïdes qui sont en partie responsables de cette activité antimicrobienne, et on connaît même un peu les mécanismes. Donc ça empêche la division bactérienne des bactéries pathogènes. Alors c'est ça qui est étonnant, parce que souvent on me dit « oui, mais alors la propolis, ça empêche la division bactérienne des bactéries pathogènes, mais nos bactéries au niveau du microbiote, eh ben, ça ne leur fait rien ». Alors, bon, on ne connaît pas encore pourquoi, mais c'est comme ça, c'est une observation. Ça perturbe la motilité des bactéries, ça perturbe les enzymes et la membrane bactérienne, ça inhibe la détection du quorum. Alors, je vous explique, les bactéries, en fait, elles fonctionnent un peu comme dans une assemblée générale humaine. S'il n'y a pas le quorum, aucune décision n'est prise. Les bactéries, c'est pareil. S'il n'y a pas assez de bactéries, s'il n'y a pas le quorum, les gènes de virulence ne s'expriment pas. Parce que pour la bactérie, faire exprimer ces gènes de virulence, ça réclame beaucoup d'énergie et la bactérie, elle vit à l'économie.
Et donc, quand il y a un certain nombre de bactéries, quand le quorum est atteint, là, les gènes de virulence vont se mettre à fonctionner. Exemple, le Pseudomonas aeruginosa, c'est une bactérie qui surinfecte beaucoup les brûlures ou qui surinfecte les patients atteints de mucoviscidose pour le tractus respiratoire. Enfin bref, c'est un germe de l'hôpital, malheureusement, qu'on peut attraper à l'hôpital, qui est hyper résistant aux antibiotiques. Et donc, quand il y a le quorum, les gènes de virulence vont se mettre à fabriquer une espèce de feutrage polysaccharidique qui va entourer toute la bactérie, le corps bactérien. Et ce feutrage, ça va lui servir d'une doudoune protectrice qui, au fur et à mesure d'accumulation, va donner un biofilm. Et la bactérie va être à l'abri dans ce biofilm. Et l'antibiotique, il aura du mal à atteindre le germe. Eh bien, on a remarqué, ça on l'avait remarqué, mais sans connaître le mécanisme de l'inhibition du quorum, on avait remarqué des synergies avec pénicilline et streptomycine. Et maintenant, on a l'explication. Pourquoi ça marche mieux quand on adjoint la propolis au traitement? C'est que la propolis inhibe la détection du quorum, donc les gènes de virulence ne fonctionnent pas, et donc pas de cette doudoune protectrice. Le germe, il est tout nu, il n'y a pas de biofilm, et donc l'antibiotique est plus actif. Alors maintenant, il y a d'autres moyens aussi, on l'a vu, ça attaque les biofilms, au niveau de la plaque dentaire notamment. C'est actif sur les staphylocoques multirésistants, aussi bien sur le méthicillino-résistant Staphylococcus aureus que sur le vanco-résistant Staphylococcus aureus, qui sont des germes maintenant complètement résistants à toutes les familles d'antibiotiques. Et on voit mourir les gens avec ce type de germes-là, quand ils ont des septicémies. Alors, soit on utilise la propolis, soit on va en Géorgie, à l'hôpital de Tbilissi, il y a des traitements par des bactériophages qui sont des virus à bactéries. Ces bactériophages vont s'accrocher sur des sites spécifiques du staphylocoque et vont le détruire. Le virus va se multiplier dans la bactérie, va la faire éclater, va la détruire. Mais c'est un peu compliqué d'aller en Géorgie, Tbilissi, c'est loin, etc. Donc la propolis, ça fait très bien le travail, beaucoup plus simplement. Sur les bactéries des maladies respiratoires et angines. Alors, en général, les maladies respiratoires, c'est lié au virus. Et quand c'est bactérien, il ne faut pas passer à côté de certains germes qui peuvent générer des pathologies beaucoup plus graves. Par exemple, le streptocoque, en biochimie, on l'appelle le Streptococcus pyogenes, c'était ce qu'on appelait autrefois le strepto-A, streptocoque hémolytique A, qui, lui, s'il n'est pas traité tout de suite, par un petit spray à la propolis, peut générer, 3 semaines après, la fabrication par le système immunitaire d'anticorps. Ces anticorps, effectivement, ils vont se greffer, ils vont s'accrocher sur la bactérie à partir de l'angine. Le germe va circuler s'il n'y a pas de traitement. Les anticorps vont se fixer sur le streptocoque, mais ils vont également se fixer, parce que la structure est proche de la structure externe du streptocoque, il va se fixer sur les articulations. Et ça va donner les rhumatismes articulaires aigus, très douloureux. Ces anticorps peuvent aussi s'accrocher aux valves mitrales et tricuspides dans le cœur. Ça va donner des endocardites. Les hymen complexes constitués de strepto et d'anticorps accrochés sur la bactérie, ce sont des structures assez grosses qui vont aller boucher le filtre du rein et ça va donner des glomérulonéphrites. Et un peu plus récemment, on a vu que lorsque le streptocoque était au niveau du sein, il pouvait perturber la glucuronidation. Je vous explique. Le foie va pouvoir produire de l'acide glucuronique et cet acide glucuronique va pouvoir s'accrocher à des molécules peu solubles comme la morphine, le paracétamol, les œstrogènes. Et donc une fois que l'acide glucuronique est accroché à ces molécules, elles sont évacuées dans l'urine en général beaucoup plus facilement puisqu'elles sont solubilisées entre guillemets grâce à l'acide glucuronique. Quand il y a un strepto-A, cette glucuronidation, elle est perturbée, donc il n'y a pas l'accrochage, donc il va y avoir accumulation de la substance. Si ce sont des œstrogènes, ça va aboutir à un cancer du sein, parce qu'il y aura accumulation d'œstrogènes à ce niveau-là. Eh bien, avec un petit spray à la propolis au niveau de l'angine, vous réglez tous ces soucis, qui sont des pathologies lourdes quand même. Autre maladie,
Le streptocoque pneumoniae, très sensible aussi. Bon, au départ, il était sensible aux antibiotiques, celui-là. Mais maintenant, à force d'utiliser toujours les mêmes molécules, il devient résistant. Et on a des soucis parfois pour soigner certaines pneumonies. Eh bien, avec la propolis, on a beaucoup moins de soucis. Il est très sensible. Bon, Haemophilus influenzae, c'est un germe. Il y a une vaccination là qui marche à peu près. Mais c'est un germe qui surinfectait des grippes, d'où le nom influenza d'ailleurs. Et il est sensible à la propolis. Donc, je vous dis, vous ne posez pas de questions quand vous avez mal à la gorge. On verra que c'est pareil pour le microbiote et les gastro. Vous pulvérisez de la propolis, vous êtes tranquille. Les bactéries de la plaque dentaire, au départ, ça donne de la gingivite au niveau de la bouche. Quand les gencives ne sont pas soignées, ça peut se compliquer en parodontite, c'est-à-dire atteindre des tissus plus profonds. À ce moment-là, le germe va pouvoir circuler dans l'organisme et vous donner, alors en particulier celui-ci, le Porphyromonas gingivalis, il pourra vous donner des cancers du pancréas, des cancers de l'œsophage. On en a même vu des petits bouts grâce aux techniques de biologie moléculaire dans les plaques séniles des patients morts de maladie d'Alzheimer. Donc on se demande s'il ne joue pas un rôle au niveau de la maladie d'Alzheimer, justement en favorisant l'inflammation du cerveau. Il est responsable également de plaques d'athérome, la formation de plaques d'athérome. En fait, on accuse le cholestérol, mais ce n'est pas le cholestérol qui est responsable des plaques d'athérome. C'est Porphyromonas gingivalis, mais aussi le stress, l'hypertension, enfin tout un tas d'autres choses qui vont fissurer, qui vont blesser l'intérieur de vos tuyaux. Et pour colmater la brèche, l'organisme est bien fait, il va utiliser le cholestérol, le tartre, les sels de calcium, la fibrine qui circule, et hop, ils vont faire un pansement. Mais quand le pansement est trop gros, ça peut boucher le tuyau, et ça c'est dangereux. Et on accuse le cholestérol, mais non, le cholestérol n'est pas en cause de ça. Et je vous déconseille d'utiliser des médicaments qui font baisser le taux de cholestérol, parce que le cholestérol, c'est indispensable à la formation des membranes des cellules notamment, mais pas que. C'est indispensable à la formation des hormones sexuelles, indispensable à la formation de la vitamine D, et c'est un précurseur du coenzyme Q10, coenzyme Q10 étant le carburant des mitochondries. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les mitochondries, non ? Bon, je vais vous le dire. C'était il y a 1,5 milliard d'années, au début des formes de vie. Une bactérie archaïque a été gobée par une cellule archaïque, et cette bactérie archaïque, c'est devenu la mitochondrie. Enfin, on l'appelle maintenant mitochondrie. Mais c'est la centrale énergétique de nos cellules. C'est hyper important. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a énormément de maladies mitochondriales parce qu'il y a tout un tas de molécules qui sont des poisons pour les mitochondries. Et un poison en particulier qui est bien connu pour ceux qui en ont marre de la vie et qui veulent se suicider rapidement, c'est le cyanure. Si vous utilisez du cyanure, la mitochondrie ne résiste pas très longtemps, hein, quelques minutes, et l'organisme ne résiste pas non plus parce qu'on ne peut pas vivre sans mitochondrie. C'est vraiment la centrale énergétique, bon, entre autres, parce qu'elle a d'autres rôles. Elle a des rôles aussi dans l'apoptose, dans la mort cellulaire programmée, mais le rôle important tout de même, c'est de transformer les nutriments que vous avalez en énergie. Voilà. Et sans énergie, on ne peut pas vivre. Je referme la parenthèse. Alors, Agregatibacter actinomycetem comitans, c'est un joli nom pour cette bactérie qui est responsable, là aussi, de formation de plaques d'athérome dans les tuyaux et de cancer du pancréas. Voilà. Et Fusobacterium, c'est cancer, c'est polyarthrite aussi, et cancer de l'intestin. Donc, vous voyez, les bactéries de la bouche, c'est une extrême importance. Et là, encore facilement, un petit coup de propolis pour en mettre partout, pour que ces bactéries soient un peu inhibées, calmées. Vous avalez et le problème est réglé. Alors là, c'était des photos de bactéries Gram+, et des bacilles Gram-, mais peu importe. Les bactéries de l'ulcère de l'estomac, les voilà. Helicobacter pylori. Alors là, dans un premier cas, vous pouvez avoir une gastrite qui peut se compliquer en ulcère et qui peut se compliquer en cancer de l'estomac. Et il est mieux quand même d'avaler églou, 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 vous connaissez la chanson, de la propolis pour calmer l'hélicobacter. Parce que si vous ne le calmez pas, bon, vous pouvez avoir un cancer. Vous pouvez également
avoir un Parkinson, parce que certaines souches d'hélicobactères sont capables de synthétiser une neurotoxine qui va atteindre les neurones nécessaires à la fabrication de la dopamine. Donc, si vous tuez ces neurones-là à cause de la neurotoxine, eh bien, la personne a un Parkinson. Les bactéries des gastro-entérites, alors au départ on connaissait les salmonelles, c'était elles souvent qui étaient responsables de gastrobactériennes. La plupart du temps c'est viral, les gastro, mais quand c'est bactérien, il y a quelques années c'était salmonelle, maintenant c'est celui-ci que l'on voit. Tiens, il ne marche plus mon truc. C'est Campylobacter jejuni et c'est à travers des élevages de poulets industriels qu'on peut se contaminer, parce que ces poulets-là sont souvent porteurs de campylobacter. Si le poulet est mal cuit, eh bien vous attrapez un campylobacter qui peut vous donner soit une gastro, ça peut être une petite gastro légère, mais ça peut être un peu plus compliqué, gastro sanglante. Et surtout, là aussi, certaines souches sont responsables de ce qu'on appelle le syndrome Guillain-Barré. Ce syndrome-là, on peut l'avoir également avec certains virus, mais dans 30% des Guillain-Barré, c'est le campylobacter que l'on retrouve. Alors ce syndrome Guillain-Barré, c'est en fait une inflammation des gaines, des nerfs, et ça peut conduire à des paralysies définitives, voire à une mort qui est en général définitive. Et dans 5 à 10% des cas quand même. Donc il ne faut pas rigoler avec ça encore. Alors églou, toujours le même principe, de la propolis. Bactéries de la maladie de Lyme. Bon, Shigelle, c'est pareil, c'est gastro-entérite sanglante, dysenterie bacillaire, Escherichia coli, on en a entendu parler il n'y a pas longtemps. Vibrio, c'est l'agent du choléra, c'est toujours le même principe, tout ça, c'est sensible à la propolis. Alors, Borrelia burgdorferi, c'est une des responsables de la maladie de Lyme, la voilà. Et ces bactéries, parce qu'il y en a d'autres, des borrélies, elles sont sensibles à la propolis et en association avec certaines huiles essentielles, ça marche très très bien. Et en France, on sait qu'il y a de la maladie de Lyme, donc il faut faire attention quand on va se promener en forêt, dès qu'il y a des grandes herbes, on peut se faire mordre par une tique porteuse de borrélie. Alors, malheureusement, souvent, il y a un déni à propos de cette maladie de Lyme. Le patient, souvent, traîne de médecin en médecin. On ne sait pas ce qu'il a. Bon, maintenant, on la diagnostique un petit peu mieux, mais ça réclame des traitements antibiotiques parfois très longs du fait de la manière dont cette bactérie se niche dans l'organisme. Elle se planque dans des biofilms, souvent. C'est compliqué de la dénicher. Et le souci, c'est que quand on tarde à se faire traiter, il peut y avoir des complications neurologiques notamment. Bon, elle va un petit peu partout se cacher, mais au niveau du cerveau, ça donne des complications neurologiques. Et là, ce sont des traitements parfois antibiotiques au long cours, compliqués. Avec la propolis, ça marche beaucoup mieux. La bactérie de l'acné, c'est celle-ci. C'était Cutibacterium acnes, c'est son nouveau nom. C'est une bactérie anaérobie, c'est-à-dire qui pousse en absence d'oxygène. Et c'est au moment de la puberté où il y a ce chamboulement hormonal tel qu'il y a une production de sébum très importante au niveau du visage, au niveau du dos souvent. Et cette bactérie qui est au niveau du follicule pileux, elle va être très bien à l'abri de sa couche d'huile, de sébum, et elle va se multiplier du fait de l'anaérobiose produite par le film. Et la propolis est très efficace en local. Il suffit de laver la couche lipidique avec un savon doux et en local mettre de la teinture au niveau des points qui sont enflammés à cause de la présence de la bactérie qui se développe. Alors évidemment, ça fait des taches jaunes, mais le lendemain matin, en savonnant, les taches jaunes s'en vont, disparaissent et c'est hyper efficace. Alors ça, des études ont montré que sur Chlamydia trachomatis, qui est une bactérie responsable d'infections sexuellement transmissibles, de trachome, c'est surtout dans les pays africains, et sur la pneumonie du nouveau-né, on a montré que c'était sensible aux flavonoïdes présents dans la propolis. Sur les virus, alors j'ai jamais travaillé. Sur les virus herpès, en fait l'herpès c'est une grande famille, la famille des herpès viridés. Il y a ce qu'on appelle le HSV1, c'est l'herpès simplex virus type 1, c'est celui qui est au-dessus de la ceinture et qu'on attrape à l'école maternelle. Par la salive, on se bisouille, on bave un peu, sur les jouets, les mains sales, etc. L'enfant contracte ce virus. Ça donne une primo-infection,
premier contact. Il y a quelques vésicules, parfois même à peine apparentes, dans la bouche. Bon, l'enfant peut avoir du mal à manger un petit peu, mais c'est tout, ça se passe. Et ça guérit souvent spontanément. Et le virus va se cacher dans les ganglions cervicaux, nerveux. Et là, il va rester latent toute la vie de l'organisme, sauf qu'au moment où il y a une dépression du système immunitaire, le virus va ressortir de son neurone et va gagner, par l'intermédiaire du nerf, la zone des lèvres, puisque c'est par là qu'il était rentré. Et j'avais des collègues qui avaient un herpès labial à chaque moment des règles. Et ça, c'est un peu normal. Au moment des règles, il y a eu une diminution d'immunité chez la femme en âge de procréer, au cas où il y aurait un embryon qui voudrait s'implanter. Et quand il n'y a pas d'embryon, il y a les règles qui arrivent, mais l'immunité tarde un petit peu avant de remonter. Et elles avaient un herpès qui ressortait tous les mois. On savait quand elles avaient leurs règles. Et donc, elles prenaient de la cyclovir, mais n'empêche qu'il ressortait tous les mois. Et là, quand je travaillais sur la propolis à l'époque, je leur avais dit, essayez la propolis. Et pendant 3 cycles, elles ont été indemnes de propolis. Bon, puis c'est ressorti. Elles ont remis de la propolis là, pendant 6 cycles, impeccable. Ensuite, elles ont remis, et puis là, après, ça a été terminé. Donc là, sûrement que ça jouait sur le virus, bien sûr, mais aussi sur l'immunité tissulaire au niveau des tissus. Et pour l'herpès HSV2, c'est celui qui est en dessous de la ceinture, c'est exactement le même principe, sauf que ce n'est pas à l'école maternelle qu'on l'attrape, là. C'est un peu plus tard, on va dire au lycée. Voilà. Mais c'est exactement le même principe, et le virus va aller se cacher dans les ganglions nerveux au niveau, par là, au niveau lombaire. Sur le varicelle zona aussi, la primo-infection, le premier contact, c'est la varicelle. Et là encore, le virus va aller se cacher dans certaines cellules, puis au moment où l'immunité diminue, c'est souvent vers 50 ans, le zona peut apparaître, mais c'est le même virus. Et là encore, la propolis est efficace. Alors pour la varicelle, j'avais testé sur un de nos enfants et sur mes petits-enfants aussi. J'avais traité la moitié du corps à la propolis et l'autre moitié, à l'époque, c'était il y a 40 ans, pour mes fils, mon fils c'était il y a 40 ans, avec de l'éosine, à l'époque c'était la mode, et bien la moitié jaune guérissait beaucoup plus vite que la moitié rose. Et c'est très efficace au niveau de la vésicule sur le varicelle. Alors l'intérêt, c'est que c'est antiviral, anti-inflammatoire et cicatrisant. Donc 3 en 1, c'est mieux que la lessive machin. Et pour les virus CMV, cytomégalovirus, même chose. Et là, on sait que ce sont les étapes précoces du virus qui sont inhibées. Pour la mononucléose infectieuse, c'est l'EBV, Epstein-Barr virus, qui est responsable de cette pharyngite, on va dire. Alors, en principe, on est fatigué, mais sans plus. Et dans certains cas, on s'est rendu compte que, notamment en Afrique, on observait des lymphomes de Burkitt dans certaines populations, donc c'est un cancer quand même. Et en Chine, il y avait toute une zone où la population était victime de cancer nasocarcinome lié à l'EBV, à ce virus-là. Et en ce moment, même sur tout le continent européen, on se rend compte que de plus en plus de lymphomes sont liés à la présence de ce virus. Et ça, c'est un signe que l'immunité générale diminue. C'est lié à l'environnement, certainement. Donc, propolis, cure de propolis pour éviter tout ça. Sur les virus des hépatites, que ce soit hépatite A, B ou C, une étude avait montré que les patients qui prenaient de la propolis sortaient plus vite de l'hôpital. Pour le virus de la grippe, même chose. Là, le voilà, le virus de la grippe. Il y a donc les bâtons gris, ce sont les hémagglutinines qui vont servir au virus à s'accrocher aux récepteurs cellulaires. Et les bâtons rouges, là, ce sont les hémagglutinines, les neuraminases qui vont servir au virus à sortir de sa cellule mère. Alors, comment ça se passe? Vous voyez l'enveloppe avec ces éléments-là, hémagglutinine et neuraminidase. Quand quelqu'un tousse dans une assemblée comme ça, l'aérosol produit contient des virus sur les micro-gouttelettes d'eau. Vous êtes à côté, vous inhalez, vous ne pouvez pas rester en apnée 2 heures. Et le virus, au niveau de vos cellules oropharyngées, va se fixer sur les récepteurs spécifiques. Il y aura fusion des membranes cellules hôtes et membranes du virus. Donc,
le génome du virus, les gènes du virus vont rentrer dans la cellule et vont commander à la cellule la fabrication des structures virales. Et ça va stopper toute la multiplication cellulaire. Quand toutes les structures virales ont été synthétisées par la cellule mère, hémagglutinine et neuraminidase, elles vont migrer, ces structures-là vont migrer dans la membrane de la cellule mère, et à un moment donné, il y aura formation d'un bourgeon parce qu'il y aura suffisamment de nouveaux génomes viraux et les nouveaux ARN formés vont rentrer dans ces bourgeons et se détacher de la cellule mère grâce aux neuraminases. Et bien, quand vous bloquez les neuraminases, les nouveaux virus, ils restent accrochés à la cellule mère et ils ne peuvent pas envahir l'organisme. Donc ça stoppe la grippe. Les virus des gastro, entéro ou rotavirus, même chose. Dès que vous avez mal au ventre, hop, glou, la propolis. Les virus des infections respiratoires, c'est aussi très efficace. Et d'ailleurs, je vous conseille, en période d'épidémie de grippe ou de maladie corona et autres, vous mettez un coup de spray dans les trous de nez. C'est très efficace. Ça colmate les récepteurs des virus. Et là, vous êtes protégé. Vous pouvez respirer tout ce que vous voulez. Vous êtes protégé. Sur le corona, ça fonctionne très très bien. Sur les virus des rhumes aussi, le virus respiratoire syncytial, souvent, est responsable de bronchiolite chez les petits. Parfois, ça nécessite une hospitalisation pour soucis respiratoires chez les enfants de 2 ans. Eh bien, c'est très efficace. Et le problème de ce virus-là, le VRS, c'est que ça engendre de l'asthme souvent lorsque l'enfant grandit. Eh bien, la propolis est efficace dans ce cas-là aussi. Sur les adénos, même fonctionnement. Alors pour les adénos, moi j'avais vu en culture, ils étaient un peu plus coriaces, on va dire. Il fallait des doses un peu plus importantes de propolis pour les détruire, mais ils sont quand même sensibles. On va voir tout à l'heure, la toxicité de la propolis est très faible, donc on peut prendre des doses largement, doubler les doses même proposées par les fabricants. Bon, sur le corona, je vais vous mettre un dessin tout à l'heure. Les virus des verrues et de cancer du col de l'utérus, ce sont les papillomas, HPV, Human Papillomavirus, et c'est efficace sur tous ces virus-là. Et en Bretagne, on avait un médecin, le docteur Maurice, qui avait soigné une patiente qui refusait elle avait un cancer du col de l'utérus, et elle refusait les traitements académiques. Et donc, il l'avait soignée en local avec un mélange propolis-huile essentielle, et par voie générale, elle prenait ce même traitement, mélange propolis-huile essentielle, et elle a guéri de son cancer du col. Le molluscum contagiosum, ça fait des excroissances au niveau de la peau. Ce ne sont pas des verrues, parce que ce ne sont pas les mêmes virus. En fait, c'est de la famille des pox, de la variole, mais ça ne donne pas des méningo-encéphalites comme la variole. Ce n'est pas grave le molluscum, mais c'est disgracieux parfois. Donc, pour les brûler, vous pouvez utiliser, quand vous ne voulez pas utiliser de l'azote, je sais que les enfants ils n'aiment pas trop qu'on leur brûle ça à l'azote. La propolis, c'est un peu plus long, mais ça arrive à détruire le molluscum contagiosum. Le virus du sida, on sait que le CAP inhibe l'intégrase. Alors le virus du sida, il va rentrer là encore avec des récepteurs spécifiques et ces glycoprotéines qui vont se fixer sur ces récepteurs. Le génome, j'ai pas mis le dessin, tiens. Le génome va rentrer dans le lymphocyte, qui est sa cellule privilégiée, et c'est un virus à ARN. Il possède une reverse transcriptase qui va transformer l'ARN viral en ADN viral, on dit proviral. Et cet ADN, il pourra être intégré au génome du lymphocyte grâce à cette enzyme, l'intégrase. Donc, quand on bloque le fonctionnement de l'intégrase, le petit bout d'ADN viral ne peut pas s'intégrer et il ne peut pas y avoir réveil de l'infection. Prenons le cas où l'intégrase fonctionne. L'ADN va être fixé dans le génome du virus et à chaque stimulation du système immunitaire, dans le cas d'une infection bactérienne ou virale ou autre, peu importe, le lymphocyte il va vouloir faire son travail pour débarrasser l'intrus de l'organisme, donc il va se multiplier. Et là, ça va, entre guillemets, réveiller l'ADN viral qui va redonner des formes ARN. Et à partir d'une cellule, on va en avoir 10 puissance 5 virions, des nouveaux virus, qui, du coup, vont infecter tout l'organisme. En bloquant l'intégrase, ça stoppe, là encore. Des études ont montré que sur le virus de la dengue, chikungunya, Zika, c'était aussi efficace. Et notamment sur la dengue, ça permettait
de faire sortir le malade beaucoup plus rapidement et les marqueurs de l'inflammation diminuaient, les taux de plaquettes, c'est des fièvres hémorragiques, hein, la dingue, les taux de plaquettes remontaient dans le sang, donc c'était mieux, il y avait moins d'hémorragie. Voilà. Alors, propolis et Covid. Oui, j'ai mis un petit truc en plus là, parce que c'est très à la mode quand même, ce virus-là. Il est lié à l'interaction de S. J'aurais pu mettre un dessin, tiens. Enfin, ça ressemble un petit peu à la grippe. Hein. C'est un virus enveloppé avec des poils comme ça. Les poils, ce sont les protéines S, les spicules. Et ces spicules, ça permet au virus de s'accrocher aux récepteurs ACE2 que l'on a dans nos tuyaux. Dans tous nos vaisseaux sanguins, on a ces récepteurs ACE2. Ça sert pour la pression artérielle. Et on sait que les composants de la propolis, comme le CAP, camphérol et quercétine, etc., donc des flavonoïdes, ils ont des effets inhibiteurs sur ces récepteurs-là, ACE2 en particulier. Donc, ça va bloquer un peu aussi l'invasion liée au coronavirus. Et ça nécessite le fonctionnement de cette enzyme-là, la PAC1, c'est une kinase qui est responsable de l'inflammation des bronches. Elle est responsable de tout un tas de trucs, on va la revoir aussi en cancérologie, cette enzyme-là. Elle est responsable de l'inflammation des bronches, des fibroses et de l'immunosuppression dans la Covid-19. Donc quand on peut l'inhiber, c'est très bien. Et on va voir dans la partie cancéreuse qu'on peut l'inhiber. Alors, des études cliniques ont montré ils ont mis en évidence une immunorégulation des cytokines inflammatoires. Alors, les cytokines, ce sont des molécules produites par certaines cellules du système immunitaire qui vont agir sur d'autres cellules. Et de toute façon, tous ces mots-là, je donnerai le diaporama à ceux qui le veulent, et ces mots-là sont indiqués, la définition se trouvera à la fin du diaporama. Et il y a quand même eu un effet en double aveugle, puisque l'industrie pharmaceutique ne marche qu'avec les études en double aveugle. Ils ont préparé un mélange propolis verte, propolis brune. Ils ont montré chez ces patients qui étaient hospitalisés, donc qui étaient quand même dans un sale état déjà au départ, que le temps d'hospitalisation était divisé par 2. Ah oui, là, je me suis trompée, là, c'est 6 jours au lieu de 12. Hein. J'ai mis le contraire, mais vous corrigerez. Et en cancérologie, donc, on a montré que l'artépiline C inhibait la PAC1. Alors finalement, pour le corona, vous avez peut-être aussi intérêt à prendre un mélange propolis brune, propolis verte. Alors voilà comment ça se passe. Le virus, on le voit là, vous voyez les petits points rouges sur l'enveloppe sert à l'accrochage au récepteur ACE2. Ensuite, le virus va rentrer dans la cellule, il va se décapsider, donc l'enveloppe et la capside, la capside c'est la boîte en fait, qui contient l'ARN. Voilà, l'ARN est sorti et ça va conduire à la synthèse des protéines et des glycoprotéines virales, mais aussi à l'activation de certains gènes qui vont conduire à la production de cette protéine, la CCL2, qui, elle, est responsable de la fibrose pulmonaire. Et vous voyez les sites d'action de la propolis dans la cellule, c'est au niveau de l'entrée, mais aussi au niveau là, au niveau de la PAC, au niveau ici. Le NF-κB, c'est un marqueur de l'inflammation qui agit sur tout un tas de cellules du système immunitaire. Et moins on en a, mieux on se porte de ce NF-κB. Parce qu'il est responsable de l'activation de certains gènes. Voilà. Et bref, vous voyez ici aussi, la propolis, elle agit partout. Alors, pour les propriétés antifongiques, on sait que ça fonctionne très bien sur le Candida albicans, mais aussi sur Aspergillus, Trichophyton, Microsporum, Fusarium, etc. Alors, le Trichophyton, Microsporum, ça donne des affections cutanées, alors que le Aspergillus, des infections respiratoires très souvent. Et Candida albicans, dans les muqueuses, on peut emporter dans l'intestin, ça peut donner des mycoses intestinales qui sont parfois très compliquées à soigner. Mais un jour, Brigitte Bardot est venue me voir en me disant « J'ai une mycose vaginale dont je ne peux plus sortir. Qu'est-ce que je peux faire ?» Elle avait tout essayé. Et je dis « Essaye. » Moi, j'avais fait de la biblio, j'avais vu que ça fonctionnait sur Candida albicans. Je dis « Essaye ça. » Donc, j'ai préparé une sauce, j'avais dilué de la teinture. Puis je dis « Tu fais comme dans les petites fermes, à la main. Tu trempes ton doigt dans la sauce et tu remontes dans le vagin. » En moins de 3 jours, ça a été liquidé. Brigitte Bardot, c'était la secrétaire du labo. Elle s'appelle Brigitte Bardot. Propriété antiparasitaire. Alors celle-ci, c'est une giardia. Ça donne des diarrhées, parfois sanglantes. C'est très facile de s'en débarrasser avec la propolis. Alors là, il ne faut pas hésiter à en prendre des bonnes quantités. Parasites vaginaux,
Trichomonas, c'est aussi efficace. Alors, ces parasites-là, il y en a beaucoup qui sont exotiques. Hein. Bon, le toxo, non, c'est pas exotique. Ça fonctionne pas à 100% sur les parasites. Il faut quand même être juste. Sur le toxo, ça fonctionne à 50%. Mais sur ceux-là aussi, ça fonctionne un petit peu, on va dire. Bon, en association avec les traitements classiques, ça donne, là encore, des synergies, comme on va le voir avec les propriétés anticancéreuses que voilà. Alors, les propriétés anticancéreuses, tout ce que je vais vous expliquer là, ce sont des études in vitro ou chez l'animal. Ce n'est pas encore chez l'homme. Chez l'homme, on verra les expériences du docteur Mizukami tout à l'heure. Et ce sont essentiellement ces molécules-là qui agissent. Donc CAP, artépiline C, bien sûr, mais plein de flavonoïdes. Et ça fonctionne sur tout un tas de cancers. Alors, un des mécanismes, ça augmente la P53. P, c'est pour protéine, 53, c'est son poids moléculaire, 53 000 Dalton, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, pas beaucoup d'imagination. Bref, la P53, c'est la gardienne de l'ADN. Si, dans la cellule, la P53 se rend compte qu'il y a des cassures au niveau de l'ADN, il y a deux solutions. Soit elle appelle des enzymes de réparation. À ce moment-là, la cellule va revivre sa vie de cellule normale, elle redevient normale. Si les cassures sont trop importantes, elle va déclencher ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Et là, ça va faire intervenir tout un tas d'enzymes, notamment des caspases, qui sont de véritables ciseaux biologiques qui vont tout découper dans la cellule et ça va conduire à la mort cellulaire. Alors cette mort cellulaire, l'apoptose, c'est un mécanisme génétiquement prévu par la nature. C'est ainsi que dans le ventre de la maman, l'embryon, le fœtus, etc., va évoluer et à un moment donné, il y a des cellules au niveau des palmes. Ce sont nos ancêtres batraciens sans doute. Et certains bébés peuvent naître avec encore des palmes entre les doigts. Eh bien, normalement, quand tout se passe bien, les palmes sont détruites naturellement par apoptose. Et parfois, il y a des défauts d'apoptose, donc on peut avoir encore un petit embryon de palme. La propolis provoque l'apoptose des cellules cancéreuses. Bon, c'est tout un mécanisme. En fait, le cytochrome, c'est une molécule qui va sortir de la mitochondrie et c'est le cytochrome qui va activer tout le système des caspases. Alors, les caspases, il y en a plusieurs. Il y en a 3, il y en a 9, etc. Enfin bref, tous ces ciseaux biologiques là, qui vont tout découper. Inhibition de la formation des métastases. Vous savez qu'à partir d'une tumeur, il y a malheureusement un essaimage, comme pour les abeilles, de cellules cancéreuses qui vont aller à droite à gauche, ce sont les métastases. Eh bien, la propolis empêche cet essaimage des cellules cancéreuses. La tumeur, elle se multiplie très rapidement. Elle a besoin donc de beaucoup d'énergie et d'aliments. Donc, elle fait faire par l'organisme qui l'héberge la fabrication de nouveaux vaisseaux sanguins. Ça vient encore du grec, hein, comme beaucoup de termes médicaux. Angiogénèse, de nouveaux vaisseaux sanguins. Et quand ça inhibe l'angiogénèse, eh bien évidemment, on affame la tumeur. Inhibition de la synthèse de l'ADN des cellules cancéreuses. Inhibition de la survivine. La survivine, c'est le gène de la survivine qui produit cette protéine, fonctionne à fond au niveau embryonnaire, fœtal, bébé. Ça ralentit quand l'enfant grandit et quand il devient adulte, l'individu ne produit plus de survivine parce que le gène de la survivine se calme, sauf dans les cellules cancéreuses. Eh bien, quand on prend de la propolis, le gène de la survivine est inhibé. Donc, la cellule cancéreuse pousse moins. En fait, cette protéine, elle agit sur la mitose, sur la multiplication cellulaire. Voilà. Ça inhibe la télomérase. Alors là, je vous ai fait la photo là. C'est un chromosome, vous reconnaissez. L'ADN codant, il est en violet et les extrémités sont roses. Les extrémités, ce sont les télomères. Et en fait, à chaque division cellulaire, les télomères se raccourcissent. Et quand on est très vieux comme moi, on a des télomères courts. Mais moi, les miens, ils sont longs parce que je prends des produits de la ruche. Et donc, à force de raccourcir le télomère, au bout de, je ne sais pas, 120 ans, l'ADN codant n'est plus protégé par ces petits chapeaux. Et donc, l'ADN s'effiloche et la cellule meurt. Eh bien, la cellule cancéreuse, elle a tout le temps des télomères très longs, donc une multiplication active éternellement, si on peut dire, parce que sa télomérase
l'enzyme qui rallonge les télomères, elle est très active. Eh bien, en inhibant la télomérase, on va empêcher ce rallongement des télomères et donc la cellule pourra mourir rapidement. Arrêt du cycle de multiplication des cellules cancéreuses en G1. Alors le cycle, je ne l'ai pas mis parce qu'on n'a pas trop de temps, mais... oh là, j'ai plus que 5 minutes. G1, c'est le premier stade de multiplication, dans le cycle de multiplication. C'est actif aussi bien sur les récepteurs œstrogéniques que sur les cellules cancéreuses qui n'ont pas les récepteurs œstrogéniques dans les cancers mammaires. Ça restaure le GJIC, qui sont les communications intercellulaires, et donc qui conditionnent l'inhibition de contact. Et là, c'est le CAP qui est responsable. Alors moi, j'avais observé ça, parce que ça, c'est une publication qui a une vingtaine d'années, mais moi, j'avais observé ça il y a 40 ans, quand je travaillais sur les propriétés antivirales. J'utilisais donc des cellules cancéreuses. Et pour valider mes essais, je vérifiais que les concentrations de propolis que j'utilisais pour tuer les virus ne tuaient pas les cellules. Parce qu'autrement, je n'aurais pas pu conclure. Il fallait que mes cellules soient bien vivantes pour que je puisse faire pousser les virus. Et donc, un jour, j'avais laissé la plaque tout le week-end. Et le lundi, quand je suis arrivée, j'ai vu que tous les puits de cellules étaient morts, sauf une rangée. Et quand j'ai regardé, c'était les témoins propolis. Donc, les cellules cancéreuses n'avaient eu que du milieu de culture et de la propolis. Bon, les autres puits étaient morts parce que quand on ne nourrit pas une cellule cancéreuse pendant le week-end, elle meurt de faim, tout simplement. Et quand j'ai regardé au microscope, j'ai vu qu'elles avaient l'allure de cellules normales. Alors là, je m'étais dit, c'est quand même incroyable. On avait l'impression qu'elles avaient récupéré l'inhibition de contact, justement, en restaurant le GJIC, les jonctions de communication. Alors j'avais demandé à mes collègues d'histologie de travailler là-dessus, mais ça ne les intéressait pas, ce n'était pas leur axe de recherche, donc on a laissé tomber. Mais 20 ans après, il y a une publication qui a montré ça. Et donc, la propolis, elle a la capacité de faire réverser une cellule cancéreuse en cellule normale. C'est fort, hein, quand même. Activation de l'autophagie. Donc, il y a plusieurs moyens pour une cellule de mourir. Il y a l'apoptose, comme je vous ai dit, c'est un moyen génétiquement confirmé. Mais il y a aussi l'autophagie. Quand on arrête de nourrir une cellule, dans un premier temps, elle va recycler ses déchets, comme les humains d'ailleurs, hein, quand on fait le jeûne. Dans un premier temps, on recycle ses déchets. Et puis, à la fin, on finit par mourir quand même, hein, par manque de nutriments. Eh bien, l'autophagie, c'est provoqué par la chrysine et galangine, deux flavonoïdes, qui vont favoriser le fait que la cellule cancéreuse elle va se manger elle-même. Mais elle va aboutir à la mort quand même. Ça diminue les radicaux libres et la peroxydation lipidique, qui sont délétères, hein, dans les cancers. Ça réduit le NF-κB, ce fameux facteur qui agit sur la multiplication. Moins on en a, mieux on se porte, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est un marqueur de l'inflammation aussi, hein, le NF-κB. Et en fait, les taux de NF-κB influencent les maladies virales, les maladies bactériennes, les maladies cancéreuses, tout un tas de maladies. Donc, il n'en faut pas de trop. Ça module l'état redox des cellules qui sont déficit en glutathion. Et Luc Montagnier, que tout le monde connaît, c'était quand même un prix Nobel français de médecine, lui donnait du glutathion réduit à ces malades cancéreux parce que justement, ça permettait de lutter contre l'oxydation et ça permettait de rétablir l'équilibre redox des cellules. La propolis augmente le taux de glutathion, comme on va le voir tout à l'heure. Ça inhibe l'enzyme, bon, ça on s'en fiche. Hein. Ça réprime le gène de résistance aux chimios, ça c'est intéressant chez les cancéreux. Ça donne des synergies avec les antitumoraux, notamment avec ceux-là, mais il y en a d'autres. Hein. Je n'ai pas mis les sels de platine, mais tous les jours, pas tous les jours, mais on en retrouve régulièrement. Épirubicine, 5-FU, irinotecan, etc. Alors, épirubicine 5-FU, notamment, c'est mis dans le cocktail des chimios cancer du sein. Et une étude avait montré que quand on pique des souris avec des cellules mammaires cancéreuses, elles font des métastases pulmonaires. Chez les femmes, on observe ça aussi parfois, malheureusement. Et donc, pour eux, c'était plus commode de compter le nombre de métastases. Chez les témoins, il y avait 62 métastases, les souris non traitées. Chez les souris traitées à l'épirubicine, il y avait 26 métastases, donc ça avait quand même bien marché. Chez les souris traitées à la propolis seule, il y avait 15 métastases. Et quand ils ont associé les deux, épirubicine et propolis, il y avait 4 métastases. Donc il est évidemment plus facile de se sortir de 4 métastases que de 26. Et je vous dis, ça fonctionne avec plein d'anticancéreux.
Ça inhibe la PAC. Alors la PAC, elle est responsable de quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est responsable au niveau de la Covid, là, de catastrophe, mais aussi elle est responsable de la multiplication des cellules cancéreuses, elle est responsable de l'angiogénèse, des métastases et de la résistance à l'apoptose. Eh bien, quand on inhibe cette enzyme, on gagne sur plein de tableaux quand même. D'autres propriétés anti-inflammatoires. Alors là, c'est encore les flavonoïdes essentiellement et le CAP. Donc, vous voyez, le principe, c'est de diminuer les interleukines. Alors, interleukines, ce sont des molécules fabriquées par certains globules blancs qui vont agir sur d'autres globules blancs du système immunitaire. Oula, c'est fini? Non, j'ai encore un quart d'heure. Ouais. Donc, les interleukines 6 et 8, ainsi que le NF-κB et le TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est pareil, c'est un peu... D'accord. Alors là, je vais donc vous montrer que tous ces marqueurs pro-inflammatoires sont diminués, alors que l'interleukine 10, qui est anti-inflammatoire, est augmentée. Là, c'est pareil, c'est le même principe pour le CAP et l'artépiline C. C'était des publications différentes, mais qui aboutissent au même résultat. Les propriétés antidiabétiques, elles sont montrées dans diverses... Il y avait une belle thèse à Rennes qui était passée là-dessus, là, propolis et diabète, qui montrait que les propriétés hypoglycémiantes faisaient appel à plusieurs mécanismes. Augmentation de la sensibilité à l'insuline, augmentation du nombre de récepteurs pour le glucose, donc ça diminuait le taux de glucose dans le sang, ça prévient la néphropathie diabétique et il y a des synergies avec metformine qui est un médicament donné notamment dans les diabètes de type 2. Elle est immunomodulatrice, la propolis, c'est-à-dire que ça va activer ce qui doit l'être et ça va diminuer ce qui doit l'être. Par exemple, activation des macrophages, production d'eau oxygénée accélérée, activation des CD4 et des interleukines 2 et 4 ainsi que des anticorps, tout ça, ça va dans le bon sens, mais inversement, diminution de la production d'histamine dans tout ce qui est allergique, rhinite, asthme, etc. Activité IMAO, là je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, IMAO c'est une catégorie de médicaments inhibiteurs de la monoaminoxydase et on donne ça chez les dépressifs qui ont des taux de sérotonine trop bas. Et donc, pour activer artificiellement le taux de sérotonine, on va empêcher cette enzyme de détruire la sérotonine au niveau des synapses. Les synapses étant le passage d'un neurone à un autre neurone pour que l'influx nerveux passe. Bon. Je n'ai pas le temps d'expliquer trop. Anesthésiante, je vous en ai déjà dit 2 mots, spasmolytique, détoxifiant, et ça on le voit bien chez les patients qui sont sous chimio, quand ils prennent de la propolis, tout va mieux, tous les organes vont mieux, parce que le foie, le rein, même le cerveau, les chimios, ça ne les arrange pas. Et voilà les taux de transaminase, ça c'était chez l'animal. Le taux de contrôle des transaminases, animaux non intoxiqués. Là, les animaux intoxiqués avec ce vilain poison, la tétrachlorure de carbone, et ceux qui prennent de la propolis en même temps que le poison, vous voyez, le taux de transaminase est moindre, donc ça protège bien le foie. Le glutathion, qui est fabriqué par le foie, par d'autres cellules aussi d'ailleurs, par le rein, vous voyez, le contrôle, le taux de glutathion est là. L'animal empoisonné, le taux est très bas, et celui qui a pris de la propolis en même temps, le taux est intermédiaire. Propriété cicatrisante, ça active les cellules du cycle de Krebs dans les cellules et donc synthèse de collagène et d'élastine activée et donc augmentation de la cicatrisation, de la vitesse de la cicatrisation. Ça retarde également le vieillissement par activation de la télomérase dans les cellules normales. On a vu tout à l'heure dans les cellules cancéreuses inhibition, mais là c'est activation dans les cellules normales et des études ont montré que les apiculteurs consommateurs de produits de la ruche ont des télomères plus longs que les non-apiculteurs non consommateurs de la ruche. Donc vous pouvez vous gaver de produits de la ruche, ça vous fera du bien, vous rajeunirez. Propriété antioxydante, antiradicaux libres, là aussi ça sert chez les cancéreux. Ça inhibe la perméabilité et la fragilité capillaire. C'est antihistaminique. On a vu déjà tout à l'heure dans le cas d'asthme, la quercétine diminue le nombre de mastocytes chez le rein intoxiqué. Les mastocytes, ce sont des grosses cellules blanches. Ça fait partie des cellules que l'on a dans les tissus et qui ont des granules d'histamine à l'intérieur. Et quand ces cellules se retrouvent avec un antigène quelconque, ils vont dégranuler et ils vont libérer l'histamine. C'est ça qui donne la réaction allergique.
Ah, bon, ça, on s'en fiche. Alors, les indications thérapeutiques, en dermato, bien sûr, hein, tout ce qui est mycose, furoncle, herpès, tout ça, ça fonctionne bien. Pour la sphère ORL, même chose, vous avez compris qu'un coup dans les trous de nez, ça fonctionne très bien. En stomato, là aussi, j'espère que vous avez compris l'intérêt d'utiliser la propolis. Au niveau de la sphère urogénitale, dans les vaginites et dans les adénomes de la prostate, ça donne de bons résultats, notamment associés au pollen. Et on a vu que les taux de PSA diminuaient quand on associait pollen, propolis dans les hypertrophies bénignes de la prostate. Voilà, en cancéro, ça c'est l'étude humaine que je montre souvent. C'est Mizukami qui était venu au congrès Apimondia en 2009 à Montpellier. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, mais la conférence était magnifique. Et il expliquait qu'en rentrant d'un congrès des États-Unis, il avait entendu parler de la propolis verte en cancéro, et son papa était en train de mourir d'un cancer du pancréas au Japon. Donc il a essayé sur son père. Et miracle, enfin pas miracle, non, propolis, au lieu de mourir dans les 8 jours comme c'était prévu, il a survécu 1 an et surtout dans un grand confort, alors qu'avant il souffrait énormément des traitements allopathiques. Hein. Et donc M. Mizukami a décidé d'utiliser chez ses patients en cancer avancé. Et là, il nous expliquait qu'il avait eu des rémissions inattendues, des guérisons inattendues. Voilà. Alors bon, je n'ai pas le temps de détailler. Mais surtout, ce qu'il avait vu, c'est que les effets indésirables des chimios et radiothérapies étaient bien diminués. Et donc, le confort du malade était bien amélioré. Et voilà, là, c'est chez l'animal, mais chez l'humain, c'est la même chose. Vous voyez, quand on met l'antitumoral avec la propolis, les taux de globules blancs sont quasiment identiques aux témoins. Pour les globules rouges, c'est la même chose. Donc, sa conclusion, c'était que la chimio était mieux supportée, qu'il y avait des synergies avec les traitements classiques, comme on a vu sur les souris tout à l'heure, qu'il y avait des synergies entre les constituants. Donc ça ne sert à rien de prendre l'artipéline C toute seule, il faut la prendre dans l'ensemble de la propolis. Et ça, on l'a vu aussi beaucoup en phyto. Maintenant, on parle de totum de la plante, c'est-à-dire toute la plante. Ça fonctionne mieux. Prise seule, elle augmente la qualité de vie des malades par son pouvoir antioxydant et immunostimulant. Moins de douleur, moins de fatigue, meilleur appétit. Donc évidemment, la guérison est plus facile. Prise quotidiennement, elle aurait un pouvoir inhibiteur face à certains cancers. Alors moi, je pense que le quotidiennement, là, il ne faut pas trop le suivre. Il faut faire des cures rapprochées, mais pas quotidiennement, parce qu'on va voir qu'il y a la rare toxicité, ce sont des allergies. Alors voilà, le bénéfice, ça c'est un résumé de tout ça, hein, si vous voulez. Bon. Au niveau de la sphère cardiovasculaire, notamment dans les hypertensions artérielles, ça peut aider. En rhumato aussi, puisque c'est anti-inflammatoire, donc en rhumatologie, ça donne des bons résultats. Et on a vu même que ça freinait les ostéoclastes. Les ostéoclastes, ce sont les cellules qui détruisent le vieil os. Et ça active les ostéoblastes, qui sont les cellules qui fabriquent du nouvel os. Donc c'est très bien. Pour la sphère gastro-entéro, vous avez compris, c'est antiviral, antibactérien. Chez le diabétique, vous avez compris aussi, hein, ça augmente la sensibilité à l'insuline, donc tout va mieux, et ça donne des synergies avec metformine. En ophtalmo, c'est le pouvoir antioxydant et parfois anti-infectieux, parce que les conjonctivites, c'est souvent lié à des bactéries, et les kératites, c'est souvent lié à des virus, kératite à herpès notamment. Alors DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, et cataracte, ça c'est le résultat de superoxydation au niveau de la structure de l'œil. Donc n'oubliez pas vos lunettes de soleil quand vous allez dehors au soleil, parce que ça attaque la rétine, les UV. Au niveau de la sphère neuropsychique, dans les Parkinson, ça bloque la mort cellulaire des neurones. Pour la sclérose en plaques, on peut l'utiliser, mais on peut adjoindre aussi le venin. Alzheimer aussi, il y a eu une thèse à Rennes qui a été faite il y a quelques années sur propolis et Alzheimer. Alors c'était chez l'animal toujours, parce que chez l'homme, c'est pas possible de faire des études en double aveugle avec cette maladie. C'est compliqué. Et donc, ça peut améliorer. Bon, protection des neurones intoxiqués par le glutamate. Alors, les formes et posologies, la pâte à mâcher, ça, on ne l'utilise plus trop. Si, les apiculteurs l'utilisent parfois. De leur ruche, ils mettent carrément la propolis brute dans la bouche. Moi, je ne conseille pas trop parce que ça peut coincer entre les dents et ça peut brûler la gencive. Donc, moi, je préfère une forme galénique quelconque ou voire simplement la teinture alcoolique. Hein. C'est pas mal, hein, la teinture alcoolique, ça sert à tout. Hein.
Sinon, il y a des sirops, des sprays. Bon, là-bas, vous avez tout ce qu'il faut chez Propolia. Vous pourrez aller voir. Alors, il y a ce système-là, c'est pas mal, le propolisseur. C'est un aérosol de propolis qui est diffusé dans un appareil. Alors, je sais que Icovit s'en vend, ces appareils-là. Il y a un petit tube en verre rempli de poudre de propolis et ils adjoignent en général de la boswellia, qui est une plante anti-inflammatoire. Et le petit four en céramique va chauffer le tube et il y aura donc des molécules volatiles dans la pièce où vous dormez ou où vous travaillez, comme vous voulez. Et une étude en Italie a montré qu'il y avait une diminution des infections respiratoires, notamment dans une école maternelle, et donc diminution de l'absentéisme, aussi bien des enfants que du personnel. Sinon, on peut avoir des pommades associées au miel, c'est le propomiel, ou on peut l'associer aussi aux huiles essentielles. Alors, il y a beaucoup de produits cosmétiques qui utilisent aussi la propolis. Alors, ça, c'est pas mal, les chewing-gums pour les enfants qui n'aiment pas se laver les dents. Pour éviter qu'ils aient une plaque dentaire avec plein de saloperies dedans, vous pouvez leur proposer des chewing-gums. La toxicité, elle est faible, comme je vous l'ai dit, entre 2 et 7 grammes, ça dépend des publications. Mais si on prend une moyenne de 5 grammes par kilo, un adulte de 70 kilos, mettons, 5 x 7, 35, il faudra avaler 350 grammes dans la journée pour commencer à avoir les effets. Donc, vous voyez, c'est très peu toxique. Alors, en général, on conseille 3 grammes par jour. Et on le déconseille aux enfants de moins de 3 ans. Mais bon, c'est très peu toxique, franchement. Moi, je n'ai jamais vu de publication qui signifiait des morts à cause de la propolis. Alors, sinon, ce qu'il faut savoir, ce sont les allergies quand même. Les allergies au caféate, bon. Et puis, quelques rares cas d'allergie, d'intolérance digestive. Il faut prendre la propolis toujours avec un estomac plein. Moi, je conseille souvent dans le miel avec un estomac plein. Parce que c'est tellement puissant, si vous mettez un petit coup de propolis en teinture directement dans un estomac vide, ça va cramer l'hélicobactère, ça c'est sûr, mais la muqueuse, elle risque d'être aussi un petit peu irritée. Donc toujours dans un estomac plein, c'est mieux. Et puis, ces molécules venant de bourgeons de peuplier, si vous êtes allergique aux bourgeons de peuplier, vous êtes allergique à la propolis, et inversement. Bon, pour le baume du Pérou, c'est pareil. Il y a des molécules qui viennent du peuplier. Alors voilà quelques recettes. C'est ce qu'on fera pour ceux qui veulent. La pommade à la propolis avec celle-ci, la première. Là. Voilà. Et en conclusion, ça y est, on y arrive. Je pense qu'en infectiologie, c'est une très bonne alternative pour les germes résistants aux antibiotiques. En cancérologie, je pense que vous avez compris son intérêt. Dans les maladies neurodégénératives, c'est un plus. Et chez les diabétiques, ça peut être un plus aussi. Et donc, pour vous, la récolte de propolis en France mériterait d'être développée pour répondre à la demande toujours croissante des labos qui fabriquent les diverses formes, ce qui pourrait constituer une ressource pour vous. C'est pourquoi protégeons et respectons les abeilles, ces pharmaciennes zélées et leur environnement. Alors, si vous avez des questions de santé privée, vous pouvez m'écrire fr.sauvager, sauvager si vous mettez ET, ça n'arrive pas, @free.fr. Bon, ça va, je suis dans les temps. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette intervention incroyable. Et donc, nous avons du temps pour les questions. Je vais faire passer du coup les micros. Donc, s'il vous plaît, ne posez pas de questions avant d'avoir le micro devant vous. Ce sera mieux pour que tout le monde entende et aussi pour que ça soit enregistré. Donc, c'est parti. Bonjour, Ingrid, apicultrice dans les Pyrénées-Orientales. Qu'en est-il de la possibilité de produire de la propolis brune dans les zones qui sont maintenant soumises au changement climatique? Parce que voilà, la propolis vient du peuplier et du sol. Et dans ces zones qui vont s'aridifier, ces arbres sont en train de mourir. C'est un gros problème. Et effectivement, le seul moyen d'avoir de la propolis en abondance, c'est de mettre les ruches dans des zones ventées et dans des parcelles boisées. Donc, si les arbres crèvent à cause du changement climatique, c'est la catastrophe. Là, il n'y a pas trop de solutions. Ou alors, il faut choisir des arbres qui supportent la sécheresse. Et Yves Daricot, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un apiculteur amateur, mais qui était ingénieur agro et qui a travaillé beaucoup sur les plantes. Et là, il a sorti des livres, d'ailleurs, sur les plantes à choisir maintenant
en fonction du changement climatique. Et lui, il conseille le Castanea seguinii, qui est le châtaignier de Séguin, et qui supporte la sécheresse. Et nous, en Bretagne, on est soumis aussi à des périodes de sécheresse l'été. Et j'ai planté, il y a un mois, j'ai planté des petits... Elles sont petites, les châtaignes. J'ai planté des châtaignes de Castanea seguinii, le châtaignier de Séguin. Et il n'y en a pas beaucoup dans les magasins qui vendent des arbres, mais je pense que vous pouvez trouver quand même maintenant. En Égypte, c'est de la brune, je pense qu'ils ont. Pourquoi vous voulez habiter en Égypte? Je pense que c'est plus sec en Égypte qu'en Pyrénées. Ça dépend. Dans la vallée du Nil, il y a de l'eau, encore. Non, c'est le problème de trouver des zones. Et puis alors, zone boisée, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus être dans des zones trop industrielles où il y a des fumées, parce que l'abeille, elle va chercher sur les plantes. Et si la poussière se dépose sur les plantes, l'abeille récupère ces poussières-là. C'est pour ça que malheureusement, maintenant, on voit des propolis qui contiennent des taux de HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, élevés, et ces propolis-là ne peuvent pas être utilisés, notamment pour préparer des spécialités anti-cancer, vu que ce sont des molécules très mutantes, mutagènes, comme le mazopyrène, qu'il y a aussi dans les fumées de cigarettes. Hein. Je dis ça pour les fumeurs. Et en fait, maintenant, on sait que le cancer du poumon des fumeurs est lié à ce benzopyrène qui fait muter le gène P53. Et vous connaissez la P53, son utilité. Donc, si le gène P53 est muté, il va vous faire une P53 bancale qui ne pourra pas agir de la même manière que la P53 normale. Bonjour. Xavier de Toulouse. Donc, j'aurais voulu savoir si la dilution à la propolis, elle est mieux à 70 ou à 95 en degrés d'alcool. Oui. Et si la propolis pure peut être ingérée et digérée par le corps. Parce qu'on entend parler que non. Donc, voilà. Vous m'entendez là? Oui. Je pense que, comme je vous l'ai expliqué, il y a des molécules hydrosolubles. Donc, si vous prenez de l'alcool à 95, il n'y aura pas beaucoup d'eau dedans. Donc, les molécules hydrosolubles, solubles dans l'eau, auront du mal à passer. Donc, l'idéal, c'est quand même de prendre de l'alcool à 70 ou aux environs, aux 60. Je sais qu'en Normandie, certains apiculteurs utilisent le calva. Le calva, il n'est pas à 70, mais le rhum, on peut l'utiliser aussi. La vodka, certains utilisent la vodka. Bon, moi, j'avais une fois fait avec de l'armagnac, du vieil armagnac. C'était très bon, mais toutes sortes d'alcool. Mais il faut quand même un mélange alcool et eau. Sinon, vous passez à côté de molécules intéressantes. Hein. Et alors, vous pouvez manger de la propolis pure. Oui, mais ce qu'il y a dans un estomac plein, parce que comme je vous ai dit, en mâchant, moi j'avais fait la mauvaise expérience au début qu'on avait des ruches, j'avais mâché dans un bloc de propolis et c'était resté coincé dans l'espace interdentaire, là, et la gencive avait rougi, pas brûlé peut-être pas, mais vraiment bien rougi. En fait, c'est tellement puissant, ces molécules-là. Et moi, j'observais ça quand je faisais mes cultures sur cellules. Il fallait que j'utilise des virus qui se multiplient assez vite parce que quand on met de la teinture de propolis, enfin moi, j'utilisais de la teinture, je dissolvais l'extrait sec dans du DMSO, comme je vous ai dit, du diméthylsulfoxyde. Ça dissout tout, hein, le DMSO. Et je remettais les sauces, je les diluais dans le milieu de culture cellulaire, parce qu'il fallait bien que mes cellules, elles poussent pour pouvoir faire pousser les virus. Et les molécules flavonoïdes, notamment, précipitent dans l'eau. Et quand je laissais trop longtemps les expériences durer, le précipité se déposait sur les cultures cellulaires et ça les cramait. Donc, vous pouvez prendre de la propolis pure, mais bon... Je trouve qu'un mélange dans du miel avec un peu de teinture, c'est très bien. Et en plus, l'avantage, c'est que vous extrayez les molécules actives avec la teinture,
que la propolis brute, vous pouvez avoir des petits bouts de bois, vous pouvez avoir une pâte d'abeille. Bon, une pâte d'abeille, c'est de la glucosamine, c'est peut-être pas mauvais pour les rhumatismes. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. J'ai une question sur les vertus respectives de la propolis brune et verte contre le cancer. Vous avez cité l'artépiline C qui est beaucoup plus présente dans la propolis verte, mais si j'ai bien compris, il y a tout un tas de différentes façons d'agir contre le cancer, et donc la propolis brune reste tout à fait intéressante. Bien sûr. Il n'y a pas que la verte. Non. Et justement, moi, quand j'ai eu mon premier cancer, parce que j'en ai eu 2 quand même, hein, mais tout va bien, hein, et, parce que je prends de la propolis, le protocole que j'avais discuté avec un ami médecin, lui, il utilisait que la verte. Mais au vu de ce que j'avais observé, moi, sur mes cultures cellulaires, j'ai dit, mais la brune, elle est hyper intéressante quand même. Elle fait réverser le statut de la cellule. D'une cellule cancéreuse, on obtient des cellules normales. Donc, il faut le mettre. Et actuellement, je pense que la rouge pourrait être utile aussi, parce que plus on étale le panel des molécules, moins on a de risques d'avoir déjà des mutants résistants. Mais bon, là, ce n'est pas possible. Un mutant résistant à 300 molécules différentes, ce n'est pas possible. C'est pour ça que, justement, l'intérêt d'associer tous les types de propolis, c'est qu'on élargit le panel des molécules, et par rapport aux souches résistantes, maintenant, on observe des cellules cancéreuses résistantes au traitement. Parce que comme on utilise une molécule, bon, maintenant, dans les cocktails, souvent, il y en a 3, mais c'est plus facile d'avoir un mutant résistant à une molécule qu'à 3. Parce que ça, on l'a vu aussi il y a longtemps pour la tuberculose. On traitait qu'avec un seul antituberculeux. Or, les taux de mutation du bacille de la tuberculose, ils sont assez élevés, et il y avait un mutant pour 10 puissance 4, mettons, par rapport à la streptomycine. Bon, et par rapport à la rifampicine, qui est un autre antituberculeux, il y avait un mutant résistant sur, on va dire, 10 puissance 5. Eh bien, c'est plus compliqué d'avoir un mutant résistant à 10 puissance 8 pour les 2 molécules que pour une molécule seulement. C'est pour ça qu'on a fait 2 molécules, puis maintenant 3 molécules. Et pour le VIH, c'est la même chose. Pour le virus du sida, c'est trithérapie automatiquement, parce que le virus du sida, qui est un virus à ARN, tous les virus à ARN, ils mutent beaucoup. On l'a vu avec le coronavirus. Hein. On le voit avec la grippe aussi. Ça mute, la grippe. Hein. Tous les ans, il y a des nouveaux mutants. Pour le virus du sida, ça mute. Et donc, on associe 3 antiviraux. Comme ça, on a moins de risque d'avoir un virus résistant. Aux 3, c'est quasiment impossible. Mathématiquement, c'est quasiment impossible. J'ai une autre question. Moi, je mélange ma teinture mère avec un peu d'eau, un peu de miel, un petit sirop de miel, pour l'allonger, pour pouvoir faire passer dans le spray. Mais c'est pas stable. Est-ce que vous avez une solution pour stabiliser ça? Alors, la solution, c'est ce qu'utilisent souvent les labos d'ailleurs, c'est une solution qui permet aussi d'éviter beaucoup d'alcool, parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, mais il y a de l'alcool, moi il ne me faut pas d'alcool, mon enfant il ne faut pas d'alcool ». Pour moi, ce n'est pas un problème, hein, l'alcool. Au contraire, l'alcool permettra le passage au niveau du grêle plus facilement, notamment des flavonoïdes qui ne sont pas solubles dans l'eau. Or, nous, on est quand même constitué de 70% d'eau, hein, et c'est le souci. Donc, pour diminuer le taux d'alcool, certains utilisent la glycérine qui permet de dissoudre malgré tout un peu les flavonoïdes. Glycérine et pH légèrement alcalin. Donc on met un petit chouïa de soude. Et, oui, parce que tous les labos qui font des sprays utilisent ça, hein, la glycérine. Ça épaissit un peu, mais bon. Oui, bonjour. Bonjour, pardon. Moi j'avais une question, vous parlez beaucoup de chimiothérapie pour les traitements. Je ne sais pas exactement comment se passent tous les traitements des cancers, mais est-ce que pour l'immunothérapie ça marche aussi bien? Et après du coup j'en viens à la résistance. Est-ce qu'on peut développer des résistances à la propolis, de la même façon que les trithérapies ou des choses comme ça? Non, justement, comme je viens de vous dire, là il y a 300 molécules différentes. Et moi j'avais fait l'essai, parce que pour l'herpès, on a vu qu'il y avait des mutants résistants, notamment des mutants au niveau d'une enzyme qui mutait. Et ces herpès-là, ces virus-là, étaient devenus résistants à la cyclovir. C'était un peu gênant, parce que la cyclovir, c'est quand même l'antiherpétique de référence.
Et moi, j'avais fait des essais de repiquage de virus pour essayer d'avoir un mutant résistant. Eh bien, il n'y en a pas. Non, ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de molécules. Donc, on ne peut pas avoir un mutant résistant à une telle quantité de molécules. Et par rapport à la chimio, effectivement, on voit maintenant des cellules, notamment certaines cellules souches, qui sont résistantes aux chimios. Et c'est bien gênant. Eh bien, la propolis est active. Hein. Sur l'immunothérapie Alors, sur l'immunothérapie, je n'ai pas vu grand-chose. L'immunothérapie, en fait, c'est utiliser des anticorps monoclonaux que l'on vous injecte et qui vont aller cibler un certain récepteur, notamment pour les cancers du sein, c'est le récepteur œstrogénique. Et c'est, comment ça s'appelle déjà, l'Herceptin qui est souvent utilisé, c'est un médicament qui cible le récepteur œstrogénique, sauf que ces anticorps, d'accord, ils vont se fixer sur le récepteur œstrogénique, ça va donc bloquer la multiplication de la cellule cancéreuse. Mais ça va aussi aller ailleurs, comme un peu pour le strepto. On a vu que ça allait sur les articulations, rhumatisme articulaire aigu, ou sur le cœur, endocardite. Eh bien, les anticorps monoclonaux qui font partie de l'immunothérapie anticancéreuse, notamment celle du sein avec l'Herceptin, ou Herceptine, je ne sais pas comment on dit, les anticorps de l'Herceptin vont aller se fixer au niveau du ventricule, et ça va modifier le fonctionnement ventriculaire. Et personnellement, j'avais eu ce traitement-là et on a dû espacer le traitement parce que le fonctionnement du ventricule était anormal. Et ça a toujours un revers de la médaille, quoi, avec l'immunothérapie comme avec beaucoup d'autres thérapies. Mais de toute façon, le fait de prendre de la propolis en même temps que ces traitements-là ne peut que favoriser parce que ça permet une meilleure oxygénation des cellules, ça rétablit tous les potentiels redox, enfin, bref, ça augmente le glutathion naturellement. Ça va dans le bon sens. Pour l'immunité, c'est mieux. Pour diminuer le degré d'alcool, en partant d'alcool à 90 ou 95 degrés pour arriver à 70, j'utilisais de l'eau du Montroucou conseillée par un apiculteur très expérimenté. Elle n'est plus commercialisée. Quel type d'eau on peut utiliser du commerce ou de source éventuellement? La plus douce possible. Vous regardez la composition chimique, il faut qu'il y ait le moins de sels minéraux possible. Alors moi, je ne connais pas les marques d'eau parce que chez nous, on prend de l'eau du robinet mais que l'on filtre sur charbon actif. Donc c'est de l'eau purifiée un peu. Et puis vous vous reportez aux tables de Gay-Lussac pour savoir la quantité d'eau à rajouter à l'alcool 95 ou 90 ou 96. Ça dépend des types d'alcool que vous achetez. Mais dans la table de Gay-Lussac, vous pouvez avoir la quantité d'eau à rajouter. Mais même pour boire, hein, il est mieux de prendre des eaux les moins chargées en sels minéraux. Et les sels minéraux, il vaut mieux les prendre à travers le pollen, par exemple. Là, ça vous comble toutes les carences. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de pollen. Bonjour. En fait, on avait fait il y a 2 ans une formation en propolis et il y avait 3 données qui m'avaient un peu interpellée. La première, c'était l'accumulation d'hydrocarbures dans la propolis, qui était apparemment aussi... le problème était aussi la fâcheuse habitude de brûler les ruches qu'on a en apiculture. La deuxième était la différence de concentration de molécules entre la propolis qu'on produit dans les grilles et celle qui est naturellement sur les cadres et à l'intérieur de la ruche. A priori, après analyse, était très très différente, la concentration d'éléments. Et aussi, j'avais une troisième donnée à vérifier, c'est qu'a priori, on a une concentration maximale dans l'alcool de 28%. Après, ça serait la saturation. C'est ce que j'en avais retenu. Oui, en fait, pour avoir une meilleure extraction, il faut utiliser l'eau subcritique. C'est là où, mais vous ne pouvez pas faire ça dans votre mielerie. Vous n'avez pas le rendement maximum, évidemment, hein, avec l'extraction hydroalcoolique. Les 2 techniques les meilleures, la meilleure, c'est l'eau subcritique. L'autre, qui vient juste après, c'est le CO2 supercritique. Là, mais on ne peut pas faire ça chez soi. Donc, on garde avec les techniques que l'on a. Alors, concernant le taux d'hydrocarbures, oui, les fameux HAP, c'est ça le problème. Mais ça, vous n'y pouvez rien. Alors, vous pouvez un petit peu, d'abord en évitant de trop brûler vos ruches, et puis en mettant les abeilles
dans des zones où il n'y a pas de gros trafic routier, parce que ce sont souvent les zones où il y a beaucoup de poids lourds qui crachent des HAP. Et donc, quand vous avez des zones propres, il y a moins de soucis. Mais le souci, c'est justement d'avoir des bonnes propolis sans HAP, parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on a un cancer, on n'a pas envie d'avaler de la propolis avec du benzopyrène, qui est utilisé d'ailleurs comme témoin positif dans les tests d'EMS. Je ne sais pas si vous connaissez, les tests d'EMS, ce sont les tests normes NF qui permettent de déterminer si un produit industriel est cancérigène ou non. Eh bien, le témoin positif, parce qu'il faut toujours faire un témoin positif et un témoin négatif, le témoin positif, c'est un HAP, c'est le benzopyrène. Il faut dire si c'est bien cancérigène. Donc, faut vraiment choisir des bonnes zones pour faire des récoltes de propolis. Parce que là, c'est un peu compliqué maintenant, il y a des routes un peu partout, des zones boisées où il n'y a pas trop de camions. Une question rapide, c'est moi. Pour les cures, vous dites combien de jours, combien de semaines? Ça dépend. Je ne suis pas normande, hein, mais ça dépend. Déjà, si vous êtes bien portante, moi je conseille 2 cures par an de 3-4 semaines, une en automne, une au printemps, ça va. De la brune, hein, celle de chez nous, hein, locale. Quand on est malade, ça dépend de la maladie. Si c'est une sphère ORL, en local, ça va suffire, mais vous pouvez renforcer un peu l'immunité avec une cure à des doses un petit peu plus élevées que chez les bien portants. Si vous avez une gastro, là vous mettez la pêche, vous prenez une bonne dose pendant 8 jours, et vous continuez à dose moins forte pendant 3 semaines. Tout dépend du syndrome. C'est compliqué de conseiller. Mais je dis souvent aussi, faites comme vous le sentez. Si vous sentez que vous avez besoin de plus, faites. Je sais que pour la verte, notamment pour les cures pour les cancéreux, il était conseillé 4 par jour. Moi, des fois, j'en prenais 8. Parce que je me disais, ça sera mieux. On peut doubler, tripler les doses, ça n'a aucune importance, vu la toxicité très faible. Bon. 4 gélules. Et donc, moi, j'en prenais 8. Quand j'avais envie, je sentais qu'il me fallait 8 gélules, je prenais 8 gélules. Puis après, je diminuais à 6. Puis après, à 4. Et puis après, j'arrêtais quand je sentais que ça allait bien. Mais pour les anciens cancéreux comme moi, qui ont eu plusieurs cancers, moi, je conseille toujours au moins une cure de 3 semaines tous les trimestres, 3-4 semaines tous les trimestres. Parce que là, vous couvrez, l'immunité est toujours assez active et vous risquez moins de rechuter. En fait, je vais vous dire franchement, moi, c'est le vaccin ARN messager qui m'a fait rechuter. Et ça, Pfizer le savait. Il avait noté dans les essais de phase 1 que ça provoquait des thromboses, ça c'est clair. Thrombose normale, quand on connaît la physiopathologie de la maladie, la protéine S, elle se fixe sur les récepteurs ACE2. Et on en a plein dans nos tuyaux, des récepteurs ACE2, dans les vaisseaux sanguins. Donc, quand vous-même, vous produisez de la protéine S, parce qu'on vous a injecté l'ARN messager pour commander à vos cellules de produire, la protéine, quand elle est en certaine concentration, elle va s'accrocher, et à force de s'accrocher, ça fait un bouchon. Donc, on a vu énormément de thromboses mortelles, d'AVC, quand ça se passe là, des cancers, il y en a eu plein. Il y a eu plein de soucis dans divers organes, parce que tous les organes sont vascularisés, et donc tous les organes possèdent les récepteurs ACE2, et comme la protéine S, elle circulait partout, et voilà le résultat. Et Pfizer avait tout noté, et je sais que pour les cancéreux, c'était le cas 11, mais vous voyez, il y avait 1, 2, 3, 4. Alors 1, c'était la thrombose, 2, ça devait être AVC, je ne sais plus. Moi, j'ai eu ces résultats-là qui, normalement, étaient bloqués pendant 75 ans. Ils ont été débloqués parce qu'un juge américain, aux USA, a trouvé que c'était un peu trop répandu, tous les malades après la vaccination. Donc, il a porté plainte contre Pfizer, qui a été obligé de sortir ses résultats de phase 1. Normalement, il y a 3 phases avant de sortir un médicament. Là, ils ont gardé les résultats de phase 1, mais le médicament a quand même été distribué. Et donc, quand ils ont sorti ça,
J'ai une amie qui habite au Canada, une amie médecin, elle me les a transmis, les résultats, mais c'est affolant, quoi. Quand on voit tout ce que ça donnait en phase 1, ils n'ont pas eu peur de dire aux gens, vaccinez-vous tout de suite, allez hop, et dans les 18 mois, c'était réglé. La planète a été obligée de se faire vacciner. Ça fait réfléchir sur les hautes autorités de santé. Hein. Bon, si je vais en prison, vous m'apporterez des mandarines. Non, mais il faut dire la réalité des choses. Et là, c'est toujours du non-dit, c'est comme la maladie de Lyme. Il n'y avait pas de maladie de Lyme en France, il y en avait plein en Allemagne, mais il n'y en avait pas en France. C'est pas normal quand même. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière. Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça, il faut quand même le dénoncer, je trouve. Et dire, par exemple, des fois on me dit... Non, mais... Des fois, on me dit, mais il ne faut pas que tu dises ça pour les cancéreux. Mais si, il faut dire, parce que moi, je dis que si on ne le dit pas, sachant tout ce qu'on sait maintenant, c'est de la non-assistance à personne en danger. Voilà, donc il faut dire. Et pour les vaccins ARN, Alexandra Henrion-Caude, qui a écrit un bouquin là-dessus, qui était une chercheuse CNRS, qui a travaillé toute sa vie sur les ARN messagers. Et elle a dit, mais ça ne marche pas, les vaccins. Ce n'est pas un vaccin, d'ailleurs. Parce qu'ils ont fait les essais sur Ebola, ça n'a pas fonctionné. Ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent là-dessus, 25 ans même, qu'ils travaillent sur les, entre guillemets, vaccins à ARN. Sur Ebola, ça n'a pas marché. Sur HIV, ça n'a pas marché. Sur Corona, ça n'a pas marché, parce que ça n'a pas empêché l'épidémie en plus. Non, pour empêcher l'épidémie, il vaut mieux obliger les gens à se mettre dans les trous de nez de la propolis avant de sortir. Ça aurait été intelligent.